Bonsoir Marilyn et merci d'être avec nous dans cette émission. Donc toi, tu es une dirigeante confédérale de la CGT et tu es particulièrement en charge de la question des migrants et on t'a aussi beaucoup vu sur c'est lié la lutte des travailleurs sans papier. Exactement, je suis membre de la direction confédérale depuis un an, en charge des questions immigration, et puis secrétaire de l'Union départementale CGT de Paris, en charge des questions immigration depuis longtemps. En effet, donc animatrice des luttes de travailleurs sans papier depuis de nombreuses années. Alors justement, tout au long du confinement, on a vu Emmanuel Macron, mais pas que d'ailleurs, rendre hommage et à juste titre à tous les salariés qui étaient en première ligne pour reprendre un peu les propos qui ont été utilisés. En revanche, on n'a pas assez évoqué sûrement la question des travailleurs sans papier qui eux, étaient aussi là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel rôle ils ont tenu, qu'est-ce que ça a été leur quotidien pendant le confinement et pourquoi ils ont aussi été importants dans le maintien debout, je dirais, du pays? Mais tu as raison, c'est un sujet qui est passé assez inaperçu. Ça a été évoqué dans quelques articles de presse écrite, notamment dans Le Monde, dans la Croix. Mais on a communiqué, nous-mêmes, CGT, mais c'est un sujet qui est passé quasiment inaperçu. C'est vrai qu'ils font partie, ça fait de nombreuses années que la CGT le dit, hein, et le pointe notamment et le démontre dans les nombreuses grèves de travailleurs sans papier, c'est qu'ils font partie des travailleurs les plus précaires, qui sont affectés souvent aux tâches les plus pénibles et les plus difficiles dans cette société. Et ils font partie des travailleurs qui ont tenu cette économie, ce pays à bout de bras pendant ces 2 mois de confinement, c'est-à-dire sur les tâches les plus pénibles comme la collecte, le tri des déchets, le nettoyage, les services à la personne, tout ce qui est manutention, préparation des commandes. Je pense aussi à tout ce qui est, par exemple, dans les entreprises, justement, de logistique, la mise en rayon dans les supermarchés, même les métiers, on peut avoir des travailleurs sans papier sur les métiers de caissier et autres dans le commerce. Donc, on est sur des métiers qui étaient particulièrement en première ligne et aussi d'autres qui n'étaient pas dans des activités indispensables, on va dire, comme le BTP, mais on sait très bien que l'activité a continué. Donc, ils ont été pleinement exposés dans ces tâches les plus pénibles et dans l'invisibilité la plus totale, puisqu'on a peu parlé d'eux. Et on sait très bien qu'ils font partie de ces salariés-là, hommes et femmes, les deux, et souvent dans les statuts les plus précaires, intérimaires et dans la sous-traitance. Donc c'est vrai que ce sont des catégories de travailleurs précaires, on va dire d'ailleurs, qui se croisent entre elles et ils sont particulièrement exposés. La CGT, nous, on a communiqué sur ce sujet en disant que justement, plus que jamais, nous demandions la régularisation de ces travailleurs et travailleuses pour que justement, il puisse y avoir une réelle égalité de traitement dans les entreprises et que ces travailleurs puissent être reconnus comme les autres travailleurs pendant la crise, mais aussi après la crise. Puisque comment on pourrait imaginer que ces travailleurs retournent dans l'invisibilité, dans l'ombre, alors que justement, d'une certaine manière, on leur rend hommage, on leur rendait hommage aussi tous les soirs à 20h. Ils en font partie en tout cas, ces gens-là. Et tu parlais de régularisation, il y a un pays qui a souvent été cité, c'est le Portugal qui lui a pris une décision de régulariser ces personnes-là. Il y a de nombreux collectifs en France et notamment la CGT qui appellent à la régularisation. Pourquoi Emmanuel Macron ne répond pas à cette revendication-là? Alors, bon, déjà, je vais mesurer un peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a des pays, en effet, qui ont pris des décisions de régularisation. Le Portugal en est un. Alors, il a pris une décision qui est particulière quand même, qui est une décision provisoire pendant l'épidémie et notamment des personnes qui avaient introduit une demande. Donc, il faut savoir quand même que c'est très limité. Si on le faisait aujourd'hui en France, ça ne répondrait pas à l'ensemble de nos demandes à tous, puisque nous, on estime que c'est tous les travailleurs sans papier, qu'ils aient fait ou non la demande, ou les sans papier d'ailleurs, plus largement. Et donc, le fait qu'ils aient introduit des demandes, par exemple, limiterait beaucoup les choses aujourd'hui en France. Hein. Et en termes de stabilité aussi, le fait que ce soit provisoire, ça n'est pas satisfaisant. Il y a l'exemple de l'Italie aussi, qui le fait, mais on va dire de manière très utilitariste, sur 2 secteurs particuliers où il y a un véritable manque de main-d'œuvre, l'agriculture
et les services à la personne. Ils l'ont déjà fait par le passé. Mais de toute façon, ce sont des premières étapes, des premiers pas qui sont très importants et il faut en effet pousser cette porte qui est entrouverte. Pas dans une logique, c'est pas dans une logique de dire oui, c'est la régularisation pour la régularisation. Non, la régularisation, dans un point de vue social, syndical, ça veut dire lutter contre le dumping social, c'est lutter pour l'intérêt de tous les travailleurs, c'est tirer les conditions de travail de tout le monde vers le haut. Donc c'est quelque chose de positif socialement. Le problème, c'est que ça, il faut l'expliquer. Il faut déconstruire les idées reçues sur l'immigration. Beaucoup de gens ont totalement, stigmatisé les migrants, les travailleurs migrants depuis des années et des années. Ça n'est pas lié qu'à Macron, hein. C'est quelque chose qui se fait depuis de nombreuses années, depuis de nombreux gouvernements. Il y a un manque de courage politique qui est très fort. Et il y a une volonté, on va dire, de désigner des boucs émissaires plutôt que de remettre en cause le système capitaliste lui-même qui précarise les travailleurs. Et donc, c'est beaucoup plus facile dans un système qui est violent, qui dégrade les conditions de travail de tout le monde, de diviser le salariat et de stigmatiser certains, de les opposer. On l'a vu, c'est des cycles d'ailleurs très récurrents dans l'histoire de l'humanité. Et donc, il est plus facile d'aller vers des tendances de stigmatisation, vers une montée des replis identitaires, plutôt que de déconstruire les idées reçues sur l'immigration. Et donc, on l'a vu depuis de nombreuses années, aucun courage politique qui a été pris et aucune politique migratoire qui a été mise en place, qui a consisté à, d'une part, on va dire, établir une égalité de traitement entre travailleurs français et immigrés, et aussi aller vers plus de droits pour chacun. Voilà, donc on a un vrai problème de fond depuis de nombreuses années. Après, un sujet qui est grave avec Emmanuel Macron, qu'on a pu constater dès le début du mandat, c'est qu'il y a eu, forcément, on était en pleine crise, comme ça a été stigmatisé par certains, dites migratoires, avec beaucoup d'arrivées liées à des crises politiques, on va dire, dans de nombreux pays. Et donc, on a réalisé beaucoup le discours sur l'asile politique, mais on n'a pas assez parlé de toutes les formes de migration et on n'a plus parlé des sans-papiers pendant un certain temps. On a beaucoup plus parlé de réfugiés et de personnes qui ne pouvaient pas accéder au statut de réfugié et qui devaient donc être reconduites. Alors que les choses sont beaucoup plus complexes en termes d'immigration et on voit très bien d'ailleurs aujourd'hui que les migrants économiques, et on le voit bien d'ailleurs dans les secteurs comme l'agriculture et autres, ce sont des travailleurs qui font vivre ce pays aujourd'hui. On a besoin de ces travailleurs de tout temps. La France et les pays européens ont vécu avec une population métissée et une immigration qui a fait vivre nos pays, économiquement, socialement. Tu as évoqué effectivement la responsabilité, elle n'est pas uniquement sur Emmanuel Macron, puisque les gouvernements précédents avaient déjà pas une politique extrêmement progressiste. On a quand même dans ce quinquennat la loi Asile et Immigration qui a été absolument scandaleuse et on voit, y compris pendant cette crise sanitaire, de plus en plus de reconduction à la frontière. Moi j'ai un mémoire, je lisais l'UMA la semaine dernière, une maman avec son petit qui a été rejeté à la rue alors qu'il avait une sonde encore dans le ventre et tout, ce sont des choses qui sont hyper glaçantes. Est-ce que tu es inquiète par le climat qu'il y a et est-ce que le fait qu'on va sur une restriction des libertés individuelles, ça peut aussi se traduire par un climat favorable à l'extrême droite et de recul sur toutes ces questions-là? Alors, comme tu dis, déjà, il y a une volonté on va dire, de fermeté, d'où d'ailleurs l'excellent livre Récidive de Michael Fessel qui mettait en parallèle la montée du néolibéralisme et à la fois une logique assez, on va dire, de repli identitaire, repli nationaliste dans les années 30, qui faisait un peu écho sans pour autant dire que c'est exactement la même réplique, mais c'est intéressant parce qu'on a cette même attaque, cette double attaque très libérale d'un côté et cette attaque vraiment en direction des droits des étrangers. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté de montrer qu'on est ferme, c'est en même temps, avec toutes ces questions de reconduite. On a le côté, moi qui m'inquiète fortement, je ne vais pas te mentir, mais le côté un peu, voilà, on peut espérer avoir beaucoup d'espoir dans le monde d'après, le fait que ça fasse prendre conscience à on va dire, prendre conscience de beaucoup de choses à des gens, de la vulnérabilité, de la fragilité de la vie, tout ça.
mais il y a quand même peut-être un risque qui peut être là de repli nationaliste, de repli identitaire, il faut faire attention à cela. Et le côté confinons-nous, restons chez nous, peut avoir un côté qui peut être assez inquiétant si on regarde bien les choses, parce que le monde, on peut très bien, on va dire, relocaliser l'industrie, lutter contre le capitalisme et son système, tout en étant ouvert à l'autre et à la découverte des cultures des autres. Voilà. Et je pense il faut l'équilibre et non pas retomber dans le repli. C'est ça qui peut être très inquiétant dans la période. Moi, je dois dire que ça me préoccupe fortement et j'espère qu'on ne va pas avoir des discours qui vont régresser aussi au sein de nos organisations syndicales parce qu'on sait qu'en période de crise, il peut y avoir des tendances à l'opposition entre travailleurs français et travailleurs étrangers. On sait que ça sous-tend des fois dans certains discours politiques, hein, on ne va pas se mentir, notamment sur les travailleurs détachés et autres. Et c'est un vrai danger. Et il faut toujours que nous puissions réaffirmer l'unité du salariat et le fait que c'est le système lui-même qui est à mettre en cause et non pas les travailleurs. Les travailleurs, ils doivent avoir les mêmes droits dans l'entreprise et c'est ça qui doit être notre bataille syndicale. Ouais, justement, c'est hyper important cette question parce qu'on a vu, moi je pense tout le temps aux femmes de ménage des hôtels par exemple qui ont mené des luttes hyper longues quoi. Enfin, des fois dans le secteur public, on n'a pas connu des durées aussi importantes et comment faire comprendre aux salariés qu'il faut soutenir ces luttes-là? Parce qu'on voit que des fois c'est difficile et qu'elles manquent, d'aide et qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire toute la solidarité qu'il faudrait autour de ces luttes-là, quoi. Alors, que, moi, comment te dire, je ne suis pas aussi négative. Alors là, tu me parles de Mmh. lutte spécifique dans les hôtels. Nous, sur les luttes de travailleurs sans papier, quand on les travaille confédéralement, hein, on les travaille avec vraiment les organisations de la CGT. Et ça, c'est très important de travailler de manière confédérée, c'est-à-dire avec les professions, les territoires, les unions locales. C'est ce qui fait qu'on arrive à gagner ces luttes-là. Et on peut le voir hein, depuis 2006, depuis les premières grèves de travailleurs sans papier. À chaque fois qu'il y a eu des grèves de travailleurs sans papier, elles ont été victorieuses. Pourquoi? Parce que les professions, il faut les impliquer de A à Z pour que justement elles se rendent compte que c'est l'enjeu de chacun. Que ce soit la sous-traitance, si on prend les donneurs d'ordre. Je prends un exemple dans la dernière lutte de travailleurs sans papier qu'on a eu coordonnée, c'était en octobre dernier. Donc on avait des travailleurs notamment qui intervenaient, qui étaient dans le restaurant du Jardin des Tuileries. C'était la CGT Culture qui était impactée, le commerce, puisque c'était un restaurant. Et donc, on a eu une forte mobilisation. Il y a eu plein d'autres piquets de grève, hein, puisqu'il y avait le nettoyage dans les UGC, il y avait les nettoyages dans les foyers à Doma, tout ça. Donc, il y a eu différentes structures de la CGT, différentes professions. Et le fait de travailler ensemble fait comprendre les enjeux et fait connaître aux syndicalistes et aux travailleurs de ces secteurs-là les enjeux de la sous-traitance dans leurs entreprises. C'est comme ça qu'on arrive à travailler l'unité du salariat et justement à faire que les camarades se saisissent des réalités. C'est par les réalités qu'on déconstruit. Et là, je vois je te citais cet exemple du Jardin des Tuileries, parce que le Jardin des Tuileries, c'est une concession du Louvre. Et donc, la négociation a été menée sous l'égide du Louvre, avec à la fois l'entreprise de restauration, mais aussi la CGT Commerce Paris et la CGT Culture. Et ça a été une réussite, et bien sûr les délégués des grévistes, et que tout le monde travaille ensemble, en portant les revendications des camarades, en travaillant, en apprenant à se connaître. Ça permet à des camarades de la CGT Culture, qui sont plutôt dans les ministères, dans les grandes institutions de la culture, de se retrouver confrontés à la sous-traitance, aux concessions en question et aux réalités de travail qui sont différentes. Pour moi, c'est comme ça qu'on arrive à déconstruire, à travailler ensemble. Il faut arriver à travailler ensemble, territoire, profession, ce qui est toujours très complexe dans la CGT, dans les organisations syndicales, puisque l'interprofessionnel, c'est un peu technique, hein, mais c'est toujours un enjeu fondamental, mais on sait que c'est très complexe d'impliquer les camarades des professions et des fédérations. Mais c'est le principal enjeu si on veut y arriver. Tout à l'heure, tu as évoqué à demi-mot, une position politique sur une question, qui avait fait débat, hein, sur les travailleurs détachés. Est-ce qu'aujourd'hui la gauche elle est,
elle est à la hauteur de ses responsabilités sur ces questions-là, ou est-ce qu'elle peut et il faudrait qu'elle aille plus loin? Je pense qu'il peut y avoir parfois des ambiguïtés, c'est évident, hein, pas se mentir, hein, voilà, il peut y avoir des discours, hein, là si on cite l'exemple, c'est Jean-Luc Mélenchon qui des fois a pu avoir des propos ambigus. Pour autant, dans la France insoumise, il y a des gens qui ont des propos très clairs, hein. Je pense à Éric Coquerel avec qui j'ai fait une audition récemment, ou qui vient régulièrement soutenir les luttes de travailleurs sans papier. Donc on peut avoir des positions divergentes. Je pense que la gauche a besoin d'avoir des positions très claires, vraiment très proche dans ces luttes-là, porter un discours clair d'unité du salariat et surtout de déconstruction. C'est-à-dire que pour nous, en tout cas CGT, la question de la régularisation, ce n'est pas qu'un enjeu sociétal ou un enjeu humanitaire. Bien sûr, c'est évident que la fraternité, la solidarité, c'est majeur dans toute société, mais c'est une question aussi d'égalité et une question sociale. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, quand régulariser, c'est tirer les conditions de travail de tous les travailleurs vers le haut. Donc, lutter pour les droits des travailleurs migrants, c'est lutter pour les droits de tous les travailleurs. Et ça, c'est très important en termes d'unité du salariat, et c'est ce qui nous lie dans l'entreprise. C'est ce qui fait que justement, comme tu dis, on peut impliquer les camarades qui sont immigrés ou pas dans une lutte. C'est de comprendre que nos destins, nos intérêts sont communs dans l'entreprise. Et donc ça, c'est un discours qui doit être porté clairement dans la gauche, très important. C'est de ne pas en faire qu'un sujet marginal, mais un sujet qui est au cœur de notre action sociale, un enjeu de classe, de solidarité de classe. Et c'est un sujet qui est complexe parce que l'immigration, depuis longtemps, c'est un sujet tabou. Personne n'ose trop en parler. Et à part que c'est un sujet qu'on doit prendre à bras le corps et on doit travailler à ce qu'il y ait une inclusion, le mot qui plaît tant aux macronistes, mais qui est un mot qui me plaît aussi, étant prof de français langue étrangère à la base, c'est un mot qui me plaît, parce que l'inclusion, c'est que chacun trouve sa place dans la société, et justement que chacun trouve sa place dans l'entreprise, soit reconnu dans l'entreprise, et ça, c'est fondamental. Donc la gauche, elle doit avoir un discours qui va au-delà du discours caritatif, on va dire, hein. C'est pas juste de l'humanitaire, c'est des enjeux sociaux et des enjeux même républicains, puisque la Constitution, elle se doit de garantir l'égalité de traitement dans les entreprises. On l'a vu, on a eu un dossier qui était extrêmement emblématique récemment, on a gagné, qui est le chantier de Breteuil, où on a pu obtenir une première décision en France avec la reconnaissance de la discrimination raciale systémique dans le BTP, c'est-à-dire le fait que des travailleurs maliens étaient affectés à des tâches les plus pénibles, les plus difficiles, et en effet à des conditions de travail qui les ont mis en danger sur le plan sanitaire, sur un chantier qui était le chantier de l'ancien siège de Michelin. Donc on a une décision Prud'homme en décembre dernier qui a été extrêmement commentée dans la presse sociale. C'est une décision qui est très importante et qui explique la vulnérabilité des travailleurs migrants selon la nationalité, le fait qu'ils soient affectés à des tâches particulières selon les nationalités, mais aussi selon leur situation administrative. Donc ça, c'est un sujet fondamental. C'est dans la ligne de la décision de justice qu'on avait eue sur les coiffeuses de Château d'Eau, où la traite des êtres humains avait été aussi reconnue dans le milieu du travail, et où en effet, sur la réalité, le fait que ces travailleurs et ces travailleuses, ils sont soumis à des conditions de travail indignes. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils ont décidé d'être... ils ne portent pas dans leur gène le fait de vouloir être exploités. Non, c'est bien parce qu'ils sont sans droit et sans autorisation de travail. Et donc, c'est la responsabilité de l'État, justement, de les placer dans une situation où ils peuvent revendiquer, avoir des droits et pleinement d'être dans l'égalité de traitement. Et ça, c'est la responsabilité de la République. Un État de droit, normalement, se doit de protéger l'ensemble des travailleurs dans l'entreprise et sur le territoire. Et donc ça, c'est un enjeu politique et républicain, totalement. Donc on voit au travers de ton intervention que la CGT, mais on ne le découvre pas, elle est très engagée sur ces questions-là. Est-ce que dans ce qu'on appelle le jour d'après, même si l'expression elle peut porter à débat, est-ce que ça va pas être une question encore plus importante parce qu'elle est liée aussi, tu l'as dit, avec la question de la bataille des idées, la place de l'extrême droite. C'est quoi
C'est quoi la priorité sur ces questions-là pour la CGT dans la construction de la nouvelle société? Alors déjà, dans les documents que nous travaillons, c'est un sujet qui est dans la première partie pour l'instant, je ne sais pas quelle sera. Mais en tout cas, c'est justement la question de comment on garantit l'égalité de traitement dans les entreprises. C'est un sujet fondamental. Et donc, ça doit passer pour les travailleurs migrants par la régularisation. La régularisation pour les travailleurs, nous, on l'imagine de manière très simple, c'est-à-dire sur simple preuve de la relation de travail. Alors, ça peut paraître abstrait, mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la régularisation, elle est dans les mains de l'employeur. C'est lui qui décide ou pas de régulariser un salarié. Donc, c'est très compliqué, forcément, puisqu'un employeur qui a tout intérêt à exploiter un travailleur sans papier n'a aucun intérêt à établir les documents nécessaires à sa régularisation. D'où les nombreuses grèves que l'on connaît. Donc forcément, le fait que la régularisation puisse se faire uniquement sur la preuve de la relation de travail, elle se fait via le salarié lui-même. C'est lui qui prend son destin en main. Et donc c'est beaucoup plus simple, automatique. Ça pourrait se faire via différentes preuves. Ça pourrait se faire via les constats de l'inspection du travail. Les inspecteurs du travail pourraient avoir un rôle plus moteur, ce qu'ils ont déjà dans de nombreuses luttes actuelles. Ils ont un rôle dans les dossiers dont je te parlais tout à l'heure. Le travail avec l'inspection du travail a été fondamental. C'est d'où leur rôle extrêmement nécessaire dans la période et le fait qu'ils soient dans une situation de difficulté qui est vraiment très problématique aujourd'hui. Donc, on a voilà, tout un travail à faire sur ça pour que cette régularisation elle soit automatique, sur simple preuve de la relation de travail et que donc il n'y ait pas de travailleurs sans droit dans les entreprises. C'est ça, en fin de compte, la revendication de la CGT, c'est que tous les travailleurs puissent avoir les mêmes droits, que ce soit les travailleurs migrants, les femmes. On est sur une problématique qui est totalement d'égalité, on va dire, qui est transversale à notre bataille revendicative. Et on va finir juste avec cette question. Pour moi, je trouve que c'est particulièrement important, mais est-ce que c'est pas aussi lié à la bataille des idées aujourd'hui, la place que va gagner la CGT, ce qu'elle a déjà, mais qu'elle peut gagner en plus dans le débat d'idées, puisqu'aujourd'hui on voit le resserrement idéologique où on a la droite libérale et en face l'extrême droite. C'est comment on arrive à créer les conditions que la parole progressiste, elle devienne majoritaire, ou en tout cas, elle prenne toute sa place dans ce pays. Alors moi, tu ne vas pas me convaincre là-dessus, je suis une gramsciiste convaincue. Je pense que c'est par la bataille des idées justement qu'on va devoir se battre. Alors dans le cadre de la justement revendicatif, comme tu dis d'ailleurs, on a travaillé, moi j'ai signé une tribune récemment qui peut choquer certains avec des, avec des signataires qui ne sont pas des signataires habituels, notamment Pascal Brice, l'ancien directeur de l'OFPRA, Jean-François Carenco, l'ancien préfet d'Île-de-France, mais aussi Louis Gallois et Frédéric Sèvres de la CFDT. On revendiquait ensemble la régularisation des travailleurs sans papier et je trouve que c'est extrêmement important que des acteurs très différents et des personnalités très différentes, ayant des vécus très différents, puissent porter cette question ensemble de la reconnaissance de ces travailleurs invisibles. Donc pour moi, c'était très important. Et au niveau CGT, on a porté, on va dire ensemble, justement la demande de régularisation. Pour l'instant, on l'a fait de manière assez discrète, mais on va réfléchir à comment le rendre public avec d'autres organisations, telles que la CIMAD, là c'est beaucoup plus connu, mais aussi avec Médecins du Monde, Secours catholique, la Fédération des acteurs de la solidarité qui est très active justement dans le secteur de la précarité, Emmaüs, mais aussi la CFDT. On n'est pas d'accord sur tout, mais sur ces enjeux, on partage quand même les mêmes positions. Et ça, c'est très important. Et donc, on a demandé ensemble à la présidence de la République que les personnes sans papier puissent avoir un accès stable au séjour, au travail et à la protection sociale en France. Et donc, je pense qu'il y a nécessité qu'on puisse discuter avec le maximum d'acteurs pour en effet convaincre que nos positions, que la position que nous portons depuis de nombreuses années est une position qui est, on va dire, légitime et qui est tout à fait sensée. Et je pense qu'elle l'est. Elle est tout à fait
voilà, quoi, c'est la position qu'on doit avoir aujourd'hui si on veut une société égalitaire et plus juste. Voilà, donc on essaye au fur et à mesure d'avancer. Eh bien, merci pour cet entretien. Et on a bien compris, le message en tout cas, c'est que lutter pour les travailleurs sans papier, c'est lutter pour tous les travailleurs. Et c'est encore une fois, quand tous les travailleurs sont uniques, c'est là où on arrive à gagner des nouveaux droits. Et bon courage dans la suite de tes combats. Merci et à très bientôt Thomas.